Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour, bonsoir, merci de suivre cette émission qui met l'accent sur les réalités africaines, ici même à Montréal et pourquoi pas dans le monde. Nous avons avec nous actuellement encore une fois un grand monsieur, une bonne émission de télévision, je vous dis ce soir, des hommes très intéressants. En fait, un grand monsieur qui a quitté le Congo depuis de très nombreuses années. Il est journaliste, il est écrivain. Son nom, Douma Dibola Gampoko. Il nous parle depuis Paris, je vous le précise. Il a publié de nombreux ouvrages, dont en fait le dictionnaire, imaginez-vous donc, le dictionnaire étymologique lingala français. Le lingala, c'est la langue parlée en fait au Congo, un peu partout au Congo et en Afrique centrale. Et donc il est parvenu à créer ce grand dictionnaire étymologique du lingala français. Donc pour ceux et celles qui veulent comprendre cette langue ou la parler, bien évidemment, il y a ce dictionnaire. Il a aussi publié d'autres ouvrages. Ce monsieur a été un grand journaliste. Il a travaillé à la télévision congolaise, à l'époque la télévision zaïroise, La Voix du Zaïre, parmi un des journalistes. Il a travaillé aussi dans sa province, qui est la province du Bas-Congo au Matadi, et à Matadi, pardon. Et en France, on le retrouve aussi à RFI, Radio France Internationale, durant de nombreuses années. Il a travaillé aussi à RFO, Radio France Outre-mer. Et c'était donc un grand homme qui est avec nous ce soir et c'est un plaisir de lui parler. Monsieur Douma Dibola Gampoko, bonsoir. Merci de nous en fait recevoir à cette émission. C'est vous qui me recevez. Je vous remercie. Ben oui, c'est vous qui me recevez. Dois-je sourire ou dois-je pleurer ou je suis ému, vous parler? Eh ben, écoutez, moi je crois qu'il faut sourire parce que vous faites le contraire, c'est vous qui me recevez. Donc, moi, je m'adresse à tous les téléspectateurs qui nous écoutent pour qu'ils sachent exactement ce que c'est que le lingala. Mais le lingala, bah, vous savez que c'est une langue, c'est une des langues congolaises la plus parlée. Disons qu'il y a 4 langues nationales. Il y a le lingala, il y a le kikongo, il y a le chiluba et puis il y a le swahili. Et disons qu'en ce qui concerne l'Afrique, la langue la plus parlée, c'est le swahili. Bon, pour le Congo, la langue la plus parlée, c'est, je crois, le lingala actuellement, parce qu'on peut penser qu'il y a au moins 70 millions de locuteurs du lingala, parce que le lingala n'est pas seulement parlé en République démocratique du Congo, le lingala est parlé également en République du Congo, donc Brazzaville, le lingala est également parlé en Angola actuellement, et on pense même que le lingala est devenu la deuxième langue de Luanda, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de Congo-Kinshasa et qui parlent lingala. Bon, et en ce qui concerne le lingala, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire parce qu'aujourd'hui, je trouve que le lingala est mal parlé parce que les Congolais mettent beaucoup de mots de français et je pense qu'il fallait défendre cette langue. C'est la raison pour laquelle je me suis investi pour faire en sorte que les gens parlent mieux lingala. Et donc, pour moi, l'occasion était là pour montrer l'intérêt de cette langue. Et c'est une très, très belle langue. Ainsi, j'ai fait ce dictionnaire étymologique du lingala, un dictionnaire où l'on trouve 12 000 mots. 12 000 mots. Voilà, c'est ce dictionnaire-là dont je viens parler ici. Monsieur Douma Dibola Gampoko. Oui. Je le souligne encore une fois, c'est un plaisir. Heureux, vous ne pouvez pas savoir comment je suis content de vous parler. Et vous le savez pourquoi? Oui. Je ne vous ai plus revu, mon cher monsieur, depuis les années 69, si je ne m'abuse. On est en 2021. Oui, c'est depuis 69 qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas revu. Mais toujours est-il qu'on s'est eu quelques fois au téléphone, je crois, dans les années 80. Mais là, pour moi, c'est... Mais je te vois quand même de temps en temps à la télévision parce que quand même, je suis tes émissions, tes interviews. Mais moi, comme je n'avais pas produit quelque chose de sérieux jusqu'à maintenant, ben, maintenant, je peux me permettre de parler parce que j'ai quelque chose à proposer au lingalaphone. Voilà. Bon. Alors, ceci dit,
Vous êtes le grand frère en bon africain, puisque moi je suis un Africain typique. Vous êtes le grand frère qui a quitté l'Afrique dans une époque où des nombreux Africains, des nombreux Congolais, pour ne pas dire des Zaïrois à l'époque, voyageaient très peu. Vous êtes parmi ceux-là qui êtes partis très tôt en Europe pour des études, si je ne m'abuse. À l'époque, lorsque je vous ai connu très jeune, je vais vous rappeler des souvenirs, vous étiez étudiant en médecine. Oui, effectivement. Est-ce que je me trompe? J'ai une bonne mémoire. Effectivement. Étudiant en médecine. Et non, je vous admirais. J'avais laissé la médecine, j'avais fait de la biologie. Après la biologie, je suis arrivé en France pour la première fois en 1971. Et là, je fais du journalisme. Je fais de la radio et puis après, je fais de la télévision. Donc, moi-même, j'ai fait du journalisme ici, en France, ici où je suis. Et puis, bon, j'y ai travaillé après, voilà. Dites-moi, lorsqu'on entend des nombreux Africains qui parlent de racisme, de discrimination, d'exclusion des Noirs, des étrangers généralement, en fait, de race noire, dans votre cas, ça n'a pas été... dans votre cas, ça semble avoir très bien marché. Moi, personnellement, je n'ai pas subi ce racisme. Parce que lorsque je me suis présenté pour la première fois pour retirer mes papiers, disons, des résidents en France en 1977, et quand j'ai présenté mes papiers, et disons, quand j'ai présenté le travail que je faisais en disant que j'étais journaliste, les gens étaient étonnés de voir que je sois journaliste à cette époque-là déjà. Justement. Et donc, parce qu'on n'était pas nombreux. Donc j'ai eu mes papiers sans problème, donc je n'ai pas subi ce racisme. Bon, toujours est-il que quand je suis arrivé à RFI, bon, là j'ai quand même senti qu'on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux, justement. Voilà, on n'était pas nombreux. Mais maintenant, ils sont nombreux. Mais il y a quand même une forme de discrimination. À l'époque, il y en avait quand même. Parce qu'on était dans un coin, on était entre nous, et notre travail était sérieux, mais seulement c'était pas bien rémunéré. On était payé à la pige au départ, et ce n'est qu'après qu'on a été embauché. Voilà, disons que les embauches ont commencé dans les années 84, mais avant ça, c'était des pigistes. Donc vous êtes parmi les premiers, et vous êtes justement la bonne personne à qui je voudrais poser une question qui m'énerve depuis que j'étais à l'université, ici même, au niveau de l'Université du Québec. On parlait beaucoup à cette époque-là, justement, et vous êtes la personne, dis-je, d'afro-pessimisme. Les années 80, 79, on parlait de plus en plus d'afro-pessimisme. On observait les médias européens, entre autres, TV5 n'était pas encore là, mais on lisait en fait différents articles, on observait ce qui se passait, on parlait de plus en plus d'afro-pessimisme, du moins pour nous les étudiants qui étions ici. On se disait, mais comment se fait-il que les médias occidentaux, chaque fois qu'ils parlent de l'Afrique, on nous montre que des enfants qui ont des problèmes, on nous montre que des problèmes, on nous montre que des choses dégueulasses. Et pire que ça, les journalistes noirs, pour les quelques-uns qui sont là, ne font que contribuer, si vous voulez, à une forme d'intoxication où l'on présente l'Afrique comme étant un continent pauvre. Effectivement, on a l'impression que nous sommes pauvres. Quel est votre commentaire là-dessus? Moi, personnellement, je dirais ceci. C'est qu'il y a quand même, il n'y a pas beaucoup d'efforts pour que les Africains se prennent en charge. Il faut dire la vérité. Oui, il y a quelque chose de vrai dans cette histoire. Moi, par exemple, je veux dire une chose, c'est que je suis journaliste, c'est vrai, j'écris, mais je travaille également sur un programme numérique, c'est-à-dire il y a des amis africains qui travaillent sur un nouveau système de télécommunication, mais sans utiliser l'Internet. C'est-à-dire, on peut, par exemple, donner cours à l'université sans avoir besoin de l'Internet. C'est-à-dire, en fait, ce système qui a été inventé par un Togolais, par exemple, ce Togolais qui s'appelle Victor Aboyenou, il a mis au point un système, parce qu'il a inventé un nouveau système qui s'appelle PVWC. Bon, ce système permet d'envoyer des documents, des données numériques sans avoir besoin d'Internet. Par exemple, prenons l'exemple de l'université de Kinshasa.
on peut donner cours avec l'Internet, avec le numérique, mais sans avoir besoin de l'Internet. C'est-à-dire, on peut arroser Kinshasa sans avoir besoin de l'Internet. Et donc, ce système est mis au point. Mais seulement, c'est un système qu'il a mis au point depuis presque 15 ans. Il a fait beaucoup d'efforts pour essayer de convaincre les Africains, mais les Africains disons, sont réticents vis-à-vis de ce système, alors que le système fonctionne. Bon, là, il a mis au point ce système, et aujourd'hui, ce système est en train d'être développé un peu partout. En France, c'est déjà développé, et puis il est en train de le mettre sur place au niveau de l'Afrique, mais les Africains eux-mêmes sont réticents. Le problème qu'il a, c'est que quand vous soumettez un projet à des responsables africains, eh ben, il veut d'abord avoir des commissions. Ah oui, ils veulent des commissions. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que, c'est une réalité. Nous sommes responsables quand même, il faut dire la vérité, de nos malheurs. Il y a des Africains qui sont brillants, qui sont prêts à faire des choses, mais quand vous arrivez là-bas, toutes les initiatives sont brisées. Et moi, je connais pas mal d'Africains qui partent de Paris, ou qui partent de Belgique, ou qui partent de Londres, en général, qui soumettent des projets, mais quand ils arrivent là-bas, eh ben, ils sont complètement broyés par la machine corruption. C'est-à-dire qu'on demande de l'argent. Je vais gagner comment? Je vais gagner combien? Votre projet? Alors, conclusion, c'est toujours les multinationales qui arrivent, qui corrompent nos responsables. Et comment voulez-vous que l'afro-pessimisme ne puisse pas, disons, persister? C'est parce que tout simplement, nous sommes responsables de nos malheurs, mais c'est à nous de travailler dur pour essayer de briser cette conviction occidentale qui fait qu'on n'a pas confiance, c'est tout. J'ouvre une parenthèse, mais je vais la fermer très rapidement. Vous suivez comme moi l'arrivée du nouveau président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. On parle beaucoup de projets. On parle de reconstruction en fait de ce pays qui a été, semblerait-il, comment dirais-je, lâché carrément depuis de très nombreuses années. Qu'en pensez-vous? Écoutez, Félix Tshisekedi, moi personnellement, je pense qu'il faut le soutenir. Bon, mais seulement le problème, c'est que le Congo n'a pas d'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 5 milliards de dollars de budget? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 milliards? Ce qui se passe, par exemple, à Goma, avec... dans l'est du Congo. Bon, à l'est du Congo, avec le volcan. Que voulez-vous que Félix Tshisekedi fasse? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 milliards? Mais le problème maintenant, c'est de faire en sorte que les gens ne détournent pas l'argent, que les responsables politiques ne soient pas des détourneurs. Parce qu'il faut dire la vérité, si ce pays ne fonctionne pas, c'est parce que les hommes politiques détournent l'argent. Alors maintenant, que faire? Il faut le laisser combattre la corruption. C'est la seule solution. Si on ne combat pas la corruption, rien ne marchera dans ce pays-là. Monsieur Douma Diboula Gampoko, je vais revenir encore à vous. L'ouvrage Congo Matter, livre numérique. Vous en parliez tout à l'heure. Nous donner un peu plus de détails comme tel. Je voulais jouer. C'est un roman que j'ai écrit qui s'appelle Congo Matter. C'est un roman. Et ça, c'est... Dites-moi, Congo Matter, ça c'est en anglais, ça, c'est ça? Non, Congo Matter, c'est-à-dire... je jouais sur le latin. Mater, c'est du latin. Congo, ma mère. Ok, on traduit. Mater en latin, donc mater, le latin, c'est maman, c'est ça? Voilà, mater, c'est maman. Et puis, oui, d'accord. Sur le mot Congo Mater. Oui, Congo maman, finalement. Congo maman, finalement. Voilà. Ouais. En fait, c'est l'histoire d'un Congolais qui a vécu longtemps en Belgique et qui s'appelle Robert Gossas. Et en fait, il est né en Belgique, c'est ça? Il est né en Belgique. Il est né au Congo, mais d'une mère congolaise et d'un père belge. Oui. Et finalement, il a vécu toute son enfance au Congo. Et puis, à l'âge de 20 ans, il se retrouve en Belgique pour faire ses études. Et là, il est avec son papa, son géniteur, qui est belge. Il termine ses études brillamment. Il est docteur en économie. Et il rentre au Congo.
pour voir sa famille, voir sa mère, voir ses sœurs, voir ses frères. Ses Et quand tantes et il arrive consorts. là-bas, voilà. Et quand il arrive là-bas, eh bien, il découvre un pays complètement détruit à cause de la corruption, puisqu'on en parle. Eh ben, c'est un pays où on n'a rien fait. Mais lui, entre nous soit dit, quand il a terminé ses études, il a travaillé avec son père. Donc, il a créé une société avec son papa. Ils ont une agence immobilière. Donc, il travaille bien en Belgique, mais il veut monter quelque chose au Congo. Et quand il arrive là-bas, il rencontre des hommes politiques. Et en rencontrant les hommes politiques, eh ben, il veut travailler avec eux. Mais il y a un de ces hommes politiques qui s'intéresse à lui, qui est conseiller à la présidence. Et finalement, bah, cet homme politique le convainc, il veut travailler avec lui. Mais quelques jours plus tard, bah, qu'est-ce qu'il constate? C'est que ces conseillers du président est assassiné. Ah, Il est assassiné. C'est-à-dire que maintenant, tous ces projets à l'eau, parce qu'il voulait quand même travailler avec des gens sérieux. Il a trouvé que l'homme politique, c'est-à-dire le conseiller du président, est un homme sérieux. Voilà, contrairement à tout ce qu'il voyait. Alors finalement, bah, il se demande, est-ce qu'il faut faire de la politique? Est-ce qu'il faut investir? Par contre, sa famille lui dit, voilà, bah, écoute, au lieu de faire de la politique, faites plutôt les affaires. Parce que dans ce pays, on ne touche pas à la politique. Si vous voulez concurrencer ces hommes politiques, ben vous risquez de mourir pour rien du tout. Si vous voulez, faites des affaires. Voilà. C'est cette histoire de ce Congolais qui a des idées et qui rentre au Congo et qui veut faire quelque chose pour son pays, mais ce n'est pas facile. Et il y a beaucoup de gens qui ont connu ces difficultés, qui ont eu des moyens, qui ont eu des projets et qui sont rentrés au Congo pour faire des choses, mais ils n'ont pas pu parce que la classe politique est trop corrompue. Et c'est là le problème. Et je pense que Tshisekedi doit nettoyer s'il veut réussir. J'avais parlé, juste pour vous informer rapidement, j'avais personnellement échangé avec un des conseillers de l'actuel président, Tshisekedi, ici même à Montréal, dans un petit café là, tranquille, calme, tout ça. Et je vous le dis, ce qu'il m'a dit, on veut que la diaspora rentre au pays. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'infrastructure encore organisée. Nous sommes en train d'organiser toutes les infrastructures pour que cette diaspora vienne. Parce que quand ils viennent au pays, ils constatent, ils voient que ça ne va pas, ils rentrent et on veut les garder. Donc, pour les garder, on va créer toutes les infrastructures pour les permettre, quand ils viennent, qu'ils soient accompagnés, suivis et pour que leur projet se réalise parce qu'on sait que nombreux se découragent justement parce que quand ils viennent ici, ils rencontrent une autre réalité. Ça, c'est ce que le conseiller du président, je ne vous donne pas le nom, m'a dit de vive voix tel que je vous le parle et c'est un ami et je pense que c'est un homme sérieux. Donc, on espère que éventuellement les choses iront de manière très, très positive. Pour ma part, est-ce que vous avez un dernier mot à lancer auprès du grand public montréalais qui vous suit et qui vous découvre aujourd'hui? Ben, d'abord, je dirais tout simplement, on n'a pas parlé de mon dictionnaire déjà. J'en ai pas parlé parce que en fait, vous préférez que les gens puissent le lire, le découvrir. Mais puisque vous nous en parlez encore une fois, je vous laisse l'occasion d'en parler, mais de manière très, très synthétique. Allez-y. Bon, en fait, ce dictionnaire, je l'ai fait, il est sorti il y a presque 1 an et demi. Il est sorti exactement fin 2019. Et ce dictionnaire a pour nom Yikaloba. Yikaloba, c'est quoi? C'est Yika en lingala, c'est enrichir. Loba, c'est parler. Yikaloba, c'est en fait un dictionnaire pour enrichir la langue. Mais c'est un dictionnaire étymologique qui a 12 000 mots qui explique l'origine de chaque mot. Qui explique par exemple l'origine du mot mbeto, qui explique l'origine du mot zoba, qui explique l'origine des mots comme nyama. Les gens utilisent le mot nyama, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Bon, quand même, il faut quand même traduire parce que là, moi, je ris tout seul, j'ai l'air d'un vrai fou. Zoba, par exemple, zoba, c'est l'imbécile, c'est l'idiot. Mais d'où vient ce mot? Bon, nyama, c'est l'animal, c'est la bête. C'est la viande aussi. Mais comment on peut traiter quelqu'un de nyama? Ça veut dire d'animal. Tu es un animal. Mais c'est terrible comme langue. Oui, oui. Bon. Mais nyama n'est pas seulement une injure.
Un animal, une bête, on l'appelle Nyama. Mais est-ce Oui. qu'on connaît l'origine de ce mot? Et puis, un mot comme Beto, sur lequel nous dormons, c'est le lit sur lequel nous dormons, mais d'où vient ce mot? Donc, j'essaye d'expliquer l'origine des mots. C'est très Et je intéressant. pense, et en faisant l'étymologie de chaque mot, on découvre que le lingala est très riche parce qu'il y a plein de verbes que nous ne connaissons pas. Et malheureusement, quand on entend les Congolais parler, ils sont obligés de mettre des mots français dans la langue lingala, alors que le lingala, on pourrait le parler complètement en congolais sans mettre un mot français ou un mot anglais à l'intérieur de la langue qu'on parle. Voilà. C'est C'est très pourquoi je fais ce intéressant. dictionnaire. C'est vraiment très intéressant. Justement, on va terminer cette interview avec, avec 3 questions pièges. Oui, oui, Alors, puisque vous traduisez le lingala, je vais commencer par le premier mot. oui. Sapatou. Ça pas tout. Le deuxième c'est mot, un- laissez-moi finir. Le deuxième mot, Oui. messa. Et Oui, le troisième, liputa. Allez-y. oui. Alors, Je en ce recommence. qui Le premier, concerne sapato. Sapatou, c'est un mot qui vient en fait du, du portugais. Ah, Savate, et même en français, on dit savate, c'est-à-dire c'est la chaussure. Et sapatou, ça vient du portugais, parce que vous savez, on a des relations avec le Portugal depuis le début. 1482, Ouais. Ouais. quand Diego Cao est arrivé Diego Cao, oui. voilà, à l'embouchure du Congo. Et donc, ils ont amené beaucoup de mots, comme sapatou, que nous avons adopté. C'est un mot qui est venu un mot lingala, mais c'est un mot qui vient du portugais, mais qui vient aussi du français, parce que pour dire chaussure, on dit aussi savate en français. D'accord, messa. Alors, mensa, ça c'est un mot qui vient du latin. Ah, Mensa veut dire table. Mensa veut dire la table. Et puis, ce mot a été adopté par le portugais, et puis je crois aussi par les Italiens, ce qui fait que pour dire messa, eh ben, en italien je crois, et en portugais on dit messa. Donc ce sont les donc, Portugais qui ont amené ce mot-là. Alors maintenant, le troisième mot, c'est quoi? liputa. Liputa. Liputa, ça je crois que c'est un mot congolais, je crois. Liputa. Et je vais vous Oui. donner un autre truc. Liputa. Liputa. Les Portugais, toujours. Ah oui, Toujours allez. sont là. Ils sont là. Oui. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Ils en font encore. À l'époque, ils faisaient Oui. beaucoup d'argent. Liputa, Oui. maputa. Oui, Ça vous dit rien? ça ne me dit rien. L'histoire, ben, ce que j'ai entendu dire, l'histoire du Oui. Portugais qui arrive à cette époque-là où l'épargne des tissus n'existe pas. Il dépose ses tissus dans son magasin et quand la dame noire, la maman noire qui arrive, demande c'est quoi ça? Les Portugais sont copains, disent mais la puta, les puta. Et la puta, c'est putain. Mais sauf que, bon, Ah, à un ok. moment, elle entend la puta, bon, ben, elle achète parce que c'est beau, les motifs sont très jolis. Et elle retourne chez elle, raconte à ses amis, tout le monde trouve ça beau, et chacun qui vient acheter, quand on demande, ma puta, la puta. Et les Portugais rient, et le nom est resté. Mais les blagues que les gens disent, le pagne, le tissu que nos mamans portent, qu'on appelle en lingala maputa, en portugais, paraît-il que maputa, c'est ma pute. Ah, ok, j'ai compris. Mais je ne suis pas convaincu parce que je ne suis pas Non, convaincu. c'est une, Je ne suis c'est pas une convaincu histoire parce qu'il y a- qu'on nous il y a beaucoup de racontée. blagues de ce type qu'on raconte sur Ouais. les mots, sur Ouais. l'origine du. Prenons par exemple le mot Kinshasa. Oui, Hein? Kinshasa, oui, oui. Alors, il y en a qui disent que le mot Kinshasa vient d'un malentendu entre des Belges et des Congolais. Il y en a qui disent ça. Mais quand on regarde le mot, ce n'est pas ça, parce qu'en fait, Kinshasa, c'est quoi, d'après ce que j'avais entendu? Les Belges arrivent dans la région de Kinshasa et demandent aux Congolais, mais comme les Congolais ne comprenaient pas, ben, ils ont répondu n'importe quoi. Et puis finalement, comme les Belges disaient parler français, le Congolais ne comprenait pas. Alors le Belge demande dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que c'est? Alors la personne dit voilà, Kinshasa. Voilà, Kinshasa. Kinshasa, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'on raconte. Mais en réalité, Kinshasa, c'est un mot congolais.
Ça Qui veut vient, dire? qui veut dire le marché. Le marché, c'est l'endroit où l'on faisait du marché juste au bord du fleuve, au Poul. Parce que la région était occupée par les Baoum et les Bateke. Mhm. Hein. Et ces gens-là, il y a un endroit qu'on appelle un sasa, c'est échanger. En fait, ça vient du mot sasa qui veut dire échanger. Et c'est cet endroit-là qu'on appelle qui. Le qui, ça localise l'endroit, donc on a dit Oui. Kinshasa. Mais Donc l'endroit où on échange. beaucoup de gens racontent aussi que c'est parce qu'il y avait un malentendu entre les Belges et les Congolais. Parce que les Belges, le Congolais demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Finalement, le Belge a entendu Kinshasa. Mais des choses comme ça, on raconte. Et pour Ouais. l'Iputa, ça peut être la même chose, un malentendu. Alors, je termine avec, puisque je termine avec Makolongulu. Oui. Et je vous laisse traduire. Makolongulu. Pourquoi Oui. avoir appelé ça Makolongulu? Je vous laisse traduire. Makolongulu, c'est parce que vous n'avez pas de chaussures. C'est-à-dire vous marchez pieds nus. Mais Ngulu, c'est le port. Oui. C'est le port. Comment est-ce que vous traduisez cela finalement? Là, pourquoi est-ce que, puisque ce que j'ai appris, encore une fois, oui. Makolo Ngulu, Makolo c'est les pieds, évidemment. Oui. Ngulu c'est porc, cochon. Oui. Alors, les pieds, cochon, traduction littérale, mais si on le traduit proprement, les pieds nus. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, les Noirs, les Congolais, quand on marchait les pieds nus, on disait Makolongulu, alors que moi, je vois des Blancs qui marchent sur les plages partout pieds nus, personne ne va dire Makolongulu, les pieds cochons. On trouve ça normal, c'est beau même, c'est bronzé. Ben, vous savez, tout ce que tu viens de dire là, c'est intéressant parce que justement, c'est ce travail-là que nous devons faire, tous. Parce que ce dictionnaire, moi, je pense que c'est un travail qui doit être continué. Parce que d'ailleurs, depuis 1 an et demi que ce dictionnaire a été fait, j'ai retravaillé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans ce dictionnaire qui n'existaient pas il y a 1 an et demi. Et je continue à l'enrichir. Et ce que tu viens de dire là, l'histoire de Makolongulu, eh ben, je pense que c'est nous tous qui devons enrichir ce dictionnaire. Si on a des anecdotes différentes, eh ben, nous allons travailler ensemble pour que ce dictionnaire soit un travail de groupe, un travail des Congolais, pour que nous ayons un dictionnaire digne de ce nom qui est enrichi. Parce que le dictionnaire, il n'est pas fait comme ça. Il est fait par la population. Oui. C'est ceux qui parlent la langue qui font un dictionnaire. Disons qu'il y a quelqu'un qui rassemble les mots, mais toujours est-il que la langue vient de tout le monde, de tout le peuple. Donc, s'il faut enrichir le dictionnaire Yikaloba que j'ai fait, c'est tous les Congolais qui doivent l'enrichir. Et puisque Henri Ngaka est congolais, il doit l'enrichir, ce dictionnaire. Et nous allons l'enrichir ensemble. Dites-moi, une toute dernière question. Selon vous, peut-on considérer une langue comme étant une arme? Bien sûr. Pourquoi? Une langue, c'est une arme. Mais pourquoi? Seulement, vous devez savoir que c'est le vainqueur qui impose sa langue. Parce qu'il y a beaucoup de langues qui meurent. Hein? C'est une arme parce que c'est le vainqueur qui impose sa langue. Aujourd'hui, nous parlons français. Mais c'est parce que le français, il s'est imposé. C'est le vainqueur qui impose. C'est comme l'histoire. Qui fait l'histoire? Qui écrit l'histoire? C'est le vainqueur. C'est celui qui a vaincu l'autre qui écrit l'histoire. Et l'histoire, aujourd'hui, les Africains doivent essayer d'écrire leur histoire. Mais pour qu'ils écrivent leur histoire, ils doivent travailler dur. Parce que c'est facile de dire, oui, les Occidentaux ont raconté n'importe quoi, mais commencez par travailler vous-même. Et en ce qui concerne les langues, c'est la même chose. Nous parlons aujourd'hui du Lingala. Pourquoi le Lingala s'est imposé à Kinshasa? C'est parce que le Lingala a vaincu les autres langues. Hein? Le Lingala est venu de Makanza, est venu de Nouvelle-Anvers. Le Lingala est venu du Nord. À Kinshasa, en 1920, on ne parlait pas Lingala, on parlait Kikongo, on parlait Kiteke. Le Kiteke, c'est du Kikongo. Donc, le Lingala a gagné. C'est la langue du vainqueur. Et pourquoi le Lingala a vaincu à Kinshasa?
C'est parce que le lingala a été utilisé par la musique, le lingala a été utilisé par l'armée. Et puis le lingala, elle est belle. Le lingala, c'est une belle langue. Quand on chante à lingala, eh ben, comme je l'ai toujours dit, le lingala se chante, le français se parle et l'allemand se vomit. On vomit l'allemand quand on parle. Et quand on parle français, on parle français. Et quand on parle lingala, on chante lingala. Voilà. Douma Diboula Gampoko, dictionnaire étymologique lingala français. Son ouvrage également, Congo Matter, livre numérique. C'est un grand plaisir, sincèrement, de vous avoir. Il n'est pas numérique. Il n'est pas numérique. Le livre existe réellement. Ok, le livre existe donc. Oui, juste nous le rappeler, à quelle édition? On parle de quelle édition ici? C'est l'édition L'Harmattan. C'est l'édition L'Harmattan qu'il a sorti. Hein, le dictionnaire, il est là. Il est là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on le voit très bien, on le voit très bien. De toute façon, nous allons pouvoir présenter l'affiche à cette émission-là. Oui, vous avez l'affiche sur l'ordinateur. Ok, voilà. D'accord. Congo Matter. Voilà. Encore une fois, merci infiniment. Je vais devoir vous souhaiter une excellente soirée à Paris et portez-vous bien. Merci encore une fois. Bon, écoute, on reste en contact. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.